Bienvenue. Alors aujourd'hui, on a des documents qui s'articulent autour d'une seule phrase. Une phrase qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est d'une densité assez folle. C'est la phrase « Tout processus se dirige vers son accomplissement maximum Exactement. Et l'idée aujourd'hui, c'est pas juste de la définir. On va essayer de remonter le fil, de voir d'où vient cette idée, quelles sont ses racines les plus profondes. C'est un peu un voyage au cœur de notre manière de penser les systèmes. ». Et pour commencer, je pense qu'une petite clarification scientifique s'impose. Quand on lit « accomplissement maximum » dans ce contexte, il faut surtout pas imaginer une sorte de volonté, un but conscient. Ah oui, ce n'est pas un système qui veut quelque chose. Non, pas du tout. C'est une tendance purement naturelle. Pensez à de l'eau qu'on verse sur un relief. Elle va spontanément trouver le chemin vers le point le plus bas. D'accord. En physique, ces points les plus bas, on les appelle des attracteurs. Ce sont des états stables vers lesquels un système évolue tout seul parce que tous les autres états, eux, sont instables. C'est ça, un accomplissement maximum. Les sources appellent ça une téléonomie émergente. Attendez, téléonomie émergente, ça sonne très très savant. On peut traduire ça plus simplement Bien sûr. Est-ce que ça veut juste dire que le but du système, comme une rivière qui va vers la mer, il n'est pas écrit à l'avance, mais il apparaît naturellement comme la seule issue stable, la seule issue logique? C'est exactement ça. La finalité n'est pas une cause, c'est une conséquence. Le but émerge. Et c'est la question centrale des sources. Est-ce qu'on regarde juste la surface, l'eau qui coule, les équations, ou est-ce qu'on cherche les fondations, les principes invisibles qui organisent tout ça? Et là, les textes nous poussent à plonger, clairement. Oui, vers les fondations. D'accord, alors plongeons. Si un système naturel, comme vous dites, tombe vers sa finalité, comment ça marche pour les systèmes que nous, les humains, on crée? Je veux dire, on ne s'assoit pas à côté d'un tas de béton en attendant qu'un pont émerge. C'est la distinction fondamentale. On a affaire à deux classes de systèmes. La première, ce sont les systèmes naturels auto-émergents. Pour eux, la finalité est un effet, c'est un résultat. D'accord. Une population de cellules, par exemple, ne décide pas de survivre. Celles qui sont instables disparaissent, celles qui sont stables persistent. La survie, c'est l'état attracteur qui reste à la fin. C'est une sélection par la dynamique, voilà. Et la deuxième classe, c'est donc nous, les constructeurs de ponts. Précisément, les systèmes de classe 2, pour eux, la finalité est une cause. C'est le point de départ de tout. L'humain, comme le disent les textes, c'est un rétro-ingénieur. Il commence par la fin. C'est ça, il imagine un état futur qui n'existe pas, un pont pour relier ces deux rives, et ensuite il remonte le fil pour concevoir la structure, les étapes qui vont forcer la matière à atteindre ce but. La causalité est complètement inversée. Mais est-ce que la distinction est si nette que ça? Quand on fait de l'agriculture sélective, par exemple, on part bien d'un but. On veut des épis de maïs plus gros. Mais on ne fait qu'influencer un système naturel. On ne le construit pas de zéro. La frontière est où? C'est une excellente question parce qu'elle touche à la nuance la plus importante. L'humain choisit la finalité, c'est vrai, mais il ne choisit jamais les lois de la nature qui vont régir son projet. Ah oui, d'accord. On peut vouloir des épis géants, mais on reste soumis aux lois de la génétique, de la physique du sol. On peut vouloir un système économique à croissance infinie, mais s'il est incompatible avec la thermodynamique, il s'effondre. Et c'est ça que les sources veulent dire par « la nature reprend la main ». La nature a le dernier mot. Toujours. Ça me fait penser que cette idée de physique des systèmes complexes, ça sonne très moderne. On imagine des labos, des ordinateurs. Pourtant, les sources ont l'air de dire que c'est pas du tout une invention du XXe siècle. On nous pousse à chercher bien plus loin. Tout à fait. Si on voulait la réponse académique, la réponse de surface, on dirait que ça a été formalisé entre 1870 et 1950. On citerait Boltzmann, Poincaré, Prigogène. Les grands noms de la physique moderne. Voilà, c'est là que les équations apparaissent. Mais ce sont les outils de mesure, pas la découverte du concept. D'accord. Alors, où sont les vraies fondations conceptuelles? Si on suit la logique des sources, il faut faire un bond de 2500 ans en arrière. Prenez Héraclite, vers 500 avant notre ère. Tout s'écoule. Oui, mais quand il dit Pantaréi, il ne dit pas juste que tout change. Il dit que le réel est un processus, que la stabilité qu'on observe, comme la flamme d'une bougie, c'est un équilibre dynamique qui naît du conflit des contraires. Conceptuellement, c'est la définition parfaite d'un système complexe hors équilibre. Et j'imagine qu'Aristote n'est pas loin, avec sa fameuse phrase « Le tout est plus que la somme des parties ». Exactement.
Et cette phrase, qu'on cite souvent sans y penser, elle est au cœur de la pensée complexe. Elle veut dire qu'à chaque niveau d'organisation, il y a des propriétés nouvelles qui émergent, des propriétés imprévisibles. On ne peut pas comprendre un embouteillage en étudiant une seule voiture. C'est l'émergence. C'est l'émergence. Et si on regarde en Chine le taoïsme avec le yin et le yang, ou le concept de Ziran, l'ordre qui naît de lui-même, c'est une théorie complète de l'auto-organisation. Donc la science moderne n'a pas inventé la complexité, elle a réappris à la mesurer. Mais là, il y a une question qui me taraude. Si les Grecs ou les penseurs taoïstes avaient déjà ces intuitions, comment ils faisaient pour les manipuler, pour les penser, sans avoir les équations? Ça paraît impossible avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est parce que nos yeux d'aujourd'hui sont victimes d'une confusion fondamentale, que les sources mettent très bien en lumière. On confond mathématiques et calcul par équation. Ah, L'étymologie même de mathématiques, du grec mathéma, ça ne veut pas dire science des nombres. Ça veut dire ce qui peut être appris, ce qui est intelligible. Pour les Grecs, la mathématique, c'était la science des structures et des relations qui rendent le monde compréhensible. donc quand on imagine Pythagore, il ne faut pas le voir en train d'écrire A carré plus B carré égale C carré sur un tableau. Surtout pas. Cette notation, l'algèbre, est infiniment plus tardive. Pour un pythagoricien, cette vérité, c'était un rapport de proportion, une harmonie visible dans la géométrie. La relation, elle précède l'équation. Je vois. L'algèbre, qui vient de l'arabe al-jabr, c'est une méthode pour résoudre, c'est une procédure. La physique moderne, en l'adoptant, a privilégié cette pensée procédurale. Donc, si je comprends bien, et l'idée est assez radicale. Pour les Grecs, les maths, c'était un peu comme découvrir la grammaire de l'univers, alors que nous, on a surtout gardé la calculette. On a l'outil pour calculer, mais on a un peu oublié le plan d'architecte derrière. C'est une analogie parfaite. On a privilégié l'outil au détriment de la pensée qui s'interroge sur la structure des choses. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. Justement, ça me rappelle tellement mes cours de physique au lycée. On nous donnait des formules, F égale ma, et on devait juste remplacer les lettres par des chiffres. On nous expliquait jamais d'où venait la formule, ou comment Newton y avait pensé. C'est de ça que les sources parlent. C'est exactement le cœur de la critique. En enseignant une formule comme un simple outil de calcul, dépouillé de son histoire, de sa philosophie, on crée ce que les sources appellent un objet multifonction. L'élève sait l'utiliser pour son examen, mais il est aveugle à sa finalité profonde. Il ne sait pas pourquoi on apprend ça. Voilà, il ne sait pas quel problème fondamental cette idée a permis de résoudre. Et les textes insistent sur le fait que ce n'est pas un oubli, pas une maladresse. Non, il parle de choix structurel. Oui, parce qu'en cachant l'origine des savoirs, en coupant l'outil de la pensée qui l'a fait naître, on crée une dépendance. Le savoir n'apparaît plus comme une chose qu'on peut reconstruire par le raisonnement. Il apparaît comme un objet magique, extérieur, détenu par une autorité. Le sachant. Le sachant, qui devient le maître. C'est fascinant. Et les sources disent qu'il y a une étape encore plus fondamentale, qui est systématiquement oubliée. Une origine du savoir qui précède même les Grecs, qui précède la philosophie, et peut-être même le langage. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la naissance du tout premier système. Pas dans un livre, mais dans notre propre esprit. C'est un processus en plusieurs temps, purement intuitif. D'abord, l'esprit humain observe les flux du monde. Il ressent, il ne réfléchit pas. Il distingue ce qui est cyclique, régulier, le jour, la nuit, les saisons, de ce qui est soudain et irréversible, comme un incendie. Et à partir de cette simple observation, un système commence à se construire. Oui, un système mental auto-émergent. Une sorte de mécanique pure dans la tête, dont le seul but est d'anticiper pour survivre. C'est purement fonctionnel. L'esprit connecte des schémas. Ciel qui s'assombrit, plus vent qui se lève, égale plus probable, ce qui déclenche l'action, trouver un abri. C'est un système de connaissances qui existe avant les mots. D'accord, mais si le langage articulé n'existe pas encore, comment cette connaissance, qui est vitale, est transmise au reste du groupe? C'est là qu'on touche au point le plus profond des sources. La transmission ne passe pas par les mots, mais par le corps, par des rituels, des gestes répétés, des symboles. Et, de manière cruciale, parce que les textes appellent le chant avant la parole. Le chant. Oui. Imaginez une tribu préhistorique. Le chant n'est pas un divertissement. Son rythme, il synchronise les gestes pour la chasse. Sa mélodie, elle grave les étapes d'un rituel dans la mémoire collective. C'est un algorithme partagé, un logiciel social qui soude le groupe autour d'une même carte mentale du monde. Donc la toute première fondation du savoir,
Ce serait ça. Cette structure interne qui émerge en nous et qu'on partage par le rythme et le son. C'est la fondation invisible. Et la méconnaître ou la cacher a une conséquence énorme. Ça nous pousse à croire que le savoir est un objet extérieur qu'il faut aller chercher chez les autres, alors qu'en réalité, la capacité à mettre le monde en système est d'abord une structure qui émerge en nous. C'est une compétence innée. C'est incroyable comme parcours. On est parti d'une phrase de physique, tout processus se dirige vers son accomplissement maximum, et en tirant le fil, on a traversé la Grèce antique, on a vu la différence entre penser en relation et penser en calcul, pour arriver à cette idée que notre capacité à comprendre le monde est une faculté primordiale, née en nous avant même les mots. Et ça nous amène à la conclusion la plus provocatrice des sources. Si on cache le fait que tout système de connaissance est à l'origine une formalisation de cette carte mentale interne, on ne fait pas qu'une erreur pédagogique. On met en place un système où le pouvoir appartient à ceux qui détiennent le savoir, un savoir présenté comme extérieur, inaccessible. On remplace la source interne de la compréhension par un maître externe. C'est une pure mécanique de pouvoir. Et elle découle directement du choix d'enseigner le savoir, sans enseigner son origine. Ce qui laisse une question puissante en suspens pour la suite. Si la capacité à comprendre le monde de manière systémique n'est pas quelque chose qu'on nous donne, mais une faculté interne, une structure qui émerge en chacun de nous, comment est-ce que ça change notre rapport aux experts, à l'éducation, et peut-être surtout à notre propre intuition ?